Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la VAD, de la vente à découvert. Vous savez, c'est toujours la même chose, on va décrier un tableau souvent assez diabolique, etc., aux vendeurs à découvert, aux hedge funds, et du coup, je rebondis. Alors, j'ai déjà publié cela sur l'Académie, il y a déjà, je ne sais plus, le week-end dernier ou le week-end d'avant, mais globalement, surtout, j'ai rebondi en fait sur un tweet que Elon Musk a publié. Alors, j'ai rien contre Elon Musk, bien entendu, mais parfois, c'est toujours la même chose. Il y a certaines publications qui prouvent malheureusement un petit peu de la désinformation ou de la méconnaissance. La problématique, évidemment, c'est que ce réseau d'influence derrière va transmettre cette méconnaissance, cette désinformation et ces raccourcis qui sont pris. La problématique en finance que l'on a sur les marchés boursiers, c'est qu'il y a énormément de raccourcis. La problématique que j'ai moi, évidemment, c'est d'essayer de prendre des raccourcis, mais également de pouvoir dire ce qu'est réellement la réalité et d'essayer d'aller creuser toujours un petit peu plus loin. Parce que sinon, bien entendu, on reste sur des discours assez simples, assez basiques et qui sont erronés. Et la problématique, c'est qu'on va biaiser son propre jugement par rapport à cela. Donc du coup, Elon Musk qui nous dit évidemment avec l'épisode GameStop, mais c'est toujours la même chose, dès qu'il y a les marchés qui baissent aussi, on va parler de la vente à découvert comme étant le mal incarné. On va, lorsqu'il y a des épisodes comme GameStop aussi, parler du mal incarné sur la vente à découvert. Elon Musk, évidemment, on sait bien qu'il déteste les vendeurs à découvert. Il a même allé jusqu'à leur offrir un short, mais ça c'était une bonne blague. Euh, mais du coup, ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand Elon Musk dit voilà, que la vente à découvert est bullshit, puisque qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit quelque chose qui est un raisonnement, ça part d'une idée simple et ça part d'une idée qui est vraie, qui est de dire les vendeurs à découvert ne méritent pas d'exister. Ça ne mérite pas d'exister. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'emprunter des actions à quelqu'un pour pouvoir les vendre et les racheter plus tard. Donc en fait, on ne détient pas les actions et ça ne devrait pas exister. Mais si on regarde un petit peu plus loin, et j'aime bien toujours prendre le contexte, si on dit ça, à ce moment-là, on n'emprunte plus de l'argent pour acheter sa résidence, de l'immobilier, pour investir dans une entreprise également. Tesla, Elon Musk, c'est également pas son argent. Donc c'est de l'argent d'investisseurs qui a été investi. Donc il a aussi créé cette entreprise, il a aussi créé du SpaceX, etc. Tout ça, ça vient également avec de l'argent qu'il ne détient pas. Également, lorsqu'il va acheter des fournitures, de l'outillage, etc., tout cela, c'est payé bien plus tard, au fur et à mesure également. Donc, quand on regarde dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde de dette, qui est un monde justement où on va euh, atteindre de la croissance, mais d'abord par l'effet de levier de la dette, ben, à un moment donné ou à un autre, tous, on va détenir quelque chose qui n'est pas pleinement notre propriété puisqu'on l'a acheté avec de l'argent qui n'était pas à nous. Quand quelqu'un va acheter une Tesla, il y a fort à parier qu'il va la prendre en leasing, qu'il va la prendre également en prenant donc une dette et donc l'acheter avec de l'argent qui n'est pas à lui. Donc ce qui est important de comprendre également, c'est qu'on ne peut pas avoir ce raisonnement-là sur les marchés. Le contexte boursier, c'est quoi? Le contexte boursier, c'est toujours la relation de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans l'histoire, vous devez bien vous dire qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a dû se dire, ben moi, je suis prêt à payer un intermédiaire, je suis prêt à payer des frais supplémentaires si vous me créez un produit qui me permet de gagner à la baisse, quand le marché va baisser, quand cette action-là va baisser. Pourquoi les hedge funds ou les personnes qui font de la vente à découvert ne sont pas plus couillonnes que d'autres? Elles ont deux raisons principales de vendre à découvert. Soit parce qu'elles pensent que la société est trop valorisée, donc survalorisée, et qu'elles pensent que donc son cours est trop élevé et qu'il devrait revenir à la moyenne, et donc on va vendre à découvert pour cette raison-là. Soit parce qu'ils pensent que la société est bonne pour la casse et va vers la faillite. Et donc on vend à découvert pour accompagner le mouvement. Alors bien entendu, beaucoup de personnes vont dire que c'est immoral puisque ces vendeurs à découvert vont donc appuyer la tête de l'entreprise sous l'eau.
Là aussi, ça fait partie des préjugés qui sont un petit peu rapides et d'une notion fondamentale en bourse qui est souvent oubliée, c'est que quand vous investissez en bourse, il y a beaucoup de personnes qui disent « moi j'achète des actions et donc je participe à l'économie, je participe à la vie de l'entreprise ». Si vous n'avez pas acheté lors de l'introduction en bourse, si vous n'avez pas participé à des augmentations de capital, votre argent n'est jamais allé à l'entreprise. L'entreprise, elle va lever de l'argent lors de son introduction en échange d'un certain capital représenté par un certain nombre d'actions et potentiellement, dans sa vie future, elle va faire des augmentations de capital pour lever de nouveaux fonds. Et donc les investisseurs qui vont y participer, eux aussi, vont envoyer cet argent-là à l'entreprise. Mais au-delà de cela, le marché est un marché secondaire, c'est-à-dire que quand vous achetez des actions, vous ne les achetez pas à l'entreprise, vous les achetez à quelqu'un d'autre qui est prêt à vous les vendre. Et donc votre argent va à cette personne-là qui vous vend les actions. L'entreprise, elle, une fois qu'elle a été introduite, une fois que les augmentations de capital ont été faites, grosso modo, elles sont contrefiches de où va le cours. Alors bien entendu, elles sont contrefiches pas entièrement, puisque avoir un bon cours de bourse, c'est bon pour l'image. Également, c'est pour, si on doit lever de l'argent dans le futur, ça permet de lever plus d'argent éventuellement, etc. Mais c'est également, son cours de bourse est lié à la santé financière de l'entreprise. Si l'entreprise va mal, alors oui, on peut tout mettre sous le dos des vendeurs à découvert qui potentiellement accompagnent le mouvement à la baisse et donc font en sorte que les cours vont baisser. Mais ce n'est pas les seuls. La première, il ne faut pas mélanger cause et causalité, comme je lis tout le temps. Les vendeurs à découvert accompagnent, bien entendu, à la baisse d'une action, mais les premiers pousseurs d'une action à la baisse, c'est les acheteurs qui ont perdu confiance et qui vendent. Donc les vendeurs à découvert, eux, vont gagner de l'argent dans la baisse, mais je veux dire, c'est pareil au même dans le sens où il faut comprendre dans le contexte de marché qu'à un moment donné, il y a une relation d'offre et demande et que lorsqu'un investisseur veut pouvoir parier sur X ou Y chose, eh ben, on a un émetteur qui va lui créer ce produit-là. Les trackers, c'est également un produit qui a été créé par rapport à la demande de particuliers qui voulaient avoir des paniers de valeur et des professionnels aussi aujourd'hui qui l'utilisent. Et donc c'est parce qu'on a une demande supplémentaire et supérieure par rapport à ce type de produits-là qui sont justement proposés et qu'il y en a de plus en plus qui sont proposés. Également, les futurs, tout ce qui est produits dérivés, etc., tout cela, c'est venu également avec l'histoire. Quand vous étiez agriculteur il y a 100 ans, vous ne saviez absolument pas, alors vous pouviez sécuriser en effet votre champ, votre outillage, vos hommes, etc. Mais il y a une chose dont vous étiez pleinement incertain, c'était la météo. Et en fonction de la météo, donc de vos récoltes. Donc, à un moment donné, tous ces produits dérivés qui sont là, ils sont également pour gérer le risque, ils sont pour gérer l'aléa boursier. Un vendeur à découvert, un hedge fund également, il est là aussi, il va parier sur des techniques pour gérer un aléa et gérer une statistique. Ce qui est important de comprendre donc, c'est que ces produits financiers sont créés parce qu'à un moment donné, il y a une demande et donc il y a un émetteur qui est lui en pur mode marketing, c'est-à-dire il va répondre à cette demande-là, il va créer le produit et il va donc également prendre des frais. Et ça permet quoi? Ces produits-là, ça permet à des investisseurs également de potentiellement se couvrir et à un agriculteur il y a 100 ans comme aujourd'hui éventuellement de se couvrir contre les fluctuations qu'il peut y avoir sur les monnaies, contre les fluctuations qu'il peut y avoir sur les prix des matières premières, etc. Et donc ça permet de protéger également des business. Et donc ça fait partie aussi des stratégies de couverture à l'intérieur même des business. Donc au niveau de la finance, il faut savoir que ces produits-là servent aussi aux différents business, aux différentes entreprises. Donc ça, il faut le prendre en considération et revenir à la source également que si la vente à découvert existe aujourd'hui, c'est parce qu'elle permet quand même d'avoir une certaine couverture et il y a certains investisseurs qui vont le rechercher. Vous avez des hedge funds qui vont faire que de la vente à découvert, mais une grande majorité de fonds et de hedge funds ne font pas que de la vente à découvert. Sur certaines entreprises, ils sont en vente à découvert, mais sur d'autres, ils sont à l'achat. Un investisseur lambda, prenons-moi par exemple, je vais être très acheteur, je suis quelqu'un d'assez optimiste et donc je suis régulièrement à l'achat. Mais globalement, quand je ne suis pas certain, quand je commence à douter, quand je me dis, voilà, là j'aimerais bien suivre des signaux d'achat, mais je doute en effet que le marché se retourne, j'ai besoin d'une couverture. C'est-à-dire que pour continuer à prendre du risque, pour continuer d'être acheteur, j'ai besoin de me couvrir. Et donc je vais prendre un produit, soit de vente à découvert, soit une option, un put, soit je vais prendre voilà, un certain nombre de produits dérivés qui peuvent éventuellement me protéger contre l'incertitude d'une baisse. Et ça,
Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'un vendeur à découvert est un futur acheteur. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et un vendeur à découvert va vous permettre d'avoir une certaine liquidité du marché parce que, en étant vendeur à découvert, donc, ils vendent au début, mais pour pouvoir derrière sortir de la position, ils sont obligés de racheter. On n'oublie pas que le vendeur à découvert va emprunter des titres à un acheteur en échange de taux d'intérêt également. Donc l'acheteur, il voit aussi un plus. D'ailleurs, la plupart de vos courtiers qui vont vous vendre des solutions gratuites ou presque gratuites, c'est parce qu'ils vont prêter vos titres à des vendeurs à découvert et ils vont récupérer le taux d'intérêt. Des vrais courtiers, on va dire, plus pro, etc., eux, ils vont vous reverser, quand ils prêtent les titres, ils vont vous reverser le taux d'intérêt. Mais du coup, ce qui est important de comprendre, c'est que ça fait partie de la finance. Donc vous prêtez vos titres à un vendeur à découvert, qui lui, son but, c'est de les vendre à un acheteur, et puis de les racheter plus tard, évidemment, en ayant espéré que l'action ait baissé entre-temps, et que donc il empoche le delta, au passage, moins les frais qu'il vous a payés pendant la durée de détention. Donc on comprend aussi que ce qui est important, c'est que c'est juste un produit pour des personnes à un moment donné qui sont intéressées. Mais c'est aussi un produit pour permettre à des investisseurs de continuer d'être acheteurs tout en se couvrant. Donc il ne faut pas émettre cela, parce que si vous enlevez la vente à découvert, vous enlevez de la liquidité au marché. Et vous enlevez la possibilité également de se couvrir. Et donc un acheteur qui ne peut pas se couvrir, c'est potentiellement un acheteur qui va rester sur le bas-côté. Donc pour comprendre qu'un marché doit être liquide, et ce marché, pour attirer d'autres investisseurs, il doit apporter une sécurité par rapport à la liquidité. C'est-à-dire que moi, je dois être capable de me dire, je suis capable de rentrer et de sortir quand je veux du marché. Ça m'enlève un aléa de risque, parce que si jamais il se passe quoi que ce soit dans le monde ou quoi que ce soit dans mes finances et que j'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'avoir la liquidité pour sortir rapidement. Si je ne peux pas sortir rapidement, c'est un facteur de risque. Et donc, si c'est un facteur de risque, je peux très bien décider de ne pas prendre l'investissement. Si je ne prends pas l'investissement, mon argent ne va pas sur les marchés, il ne permet pas lui-même de pouvoir continuer l'augmentation. Donc on comprend bien que la vente à découvert n'est pas mal en soi, c'est un outil. L'utilisation que l'on peut en faire, et c'est surtout la manipulation de cours que l'on peut faire ensuite pour essayer de pousser les cours dans un sens ou un autre, qui peut être immoral. Ça, oui. Mais l'immoralité n'est pas seulement du côté des vendeurs à découvert, l'immoralité est également du côté des acheteurs. Combien d'acheteurs font du pump sur des actions en donnant des objectifs extravagants? Ça existe tout autant que des vendeurs à découvert qui vont faire de la désinformation éventuellement ou avoir des informations qui sont fausses ou à moitié fausses, bref, pour évidemment aller dans leur sens. Mais ça, c'est des opinions de marché qui sont partagées et qui ont des impacts, oui. Et on a de bons exemples, évidemment, de désinformation de marché qui ont des gros impacts sur les actions, qui ensuite sont revues. Mais ça, je serais tenté de dire qu'on a les mêmes types de désinformation également sur des valeurs à l'achat. Et ça fait partie quelque part de la volatilité du marché qu'il faut intégrer. Mais c'est aussi vrai à la vente que à l'achat, pour des vendeurs à découvert et pour des acheteurs. Vous avez tout un tas d'analystes qui vendent leurs conseils et leurs analyses aux entreprises et qui vont en règle générale, bien entendu, avoir, même parce qu'ils ont l'obligation de rester objectifs, mais vont vous donner des cours et un certain optimisme. Parce que l'idée également, c'est que même si on doit rester objectif, si cet analyste-là est timoré par rapport à un autre analyste, l'entreprise va décider l'année d'après de payer certainement à un autre analyste qui aura une vue beaucoup plus clémente sur son entreprise. Parce que le but, in fine, c'est quoi? C'est d'attirer des investisseurs. C'est d'attirer justement un pool d'investisseurs qui permet plus tard d'avoir une assise pour éventuellement lever des capitaux, etc. beaucoup plus facilement. Donc il ne faut pas oublier que la vente à découvert n'est pas le diable incarné, c'est un produit. C'est l'utilisation qu'on peut en faire. Pour revenir à GameStop, tout le monde s'est réjoui de quelques hedge funds qui ont fait faillite ou qui ont failli faire faillite, qui ont passé l'arme à gauche, etc. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'un hedge fund, c'est quoi? La plupart d'entre eux, ils ont des stratégies qui sont très strictes et qui sont très pointues. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent un événement majeur, un signe noir, et ils cherchent justement à gagner là-dessus. La plupart des hedge funds ne sont pas très diversifiés, justement. Ce qui va être intéressant, c'est que vous avez des fonds de pension ou des fonds de placement qui vont aller acheter des parts de hedge funds parce qu'ils cherchent à se couvrir également. Donc c'est là aussi où c'est intéressant, c'est qu'un fonds qui est majoritairement acheteur, globalement, il va aussi acheter des hedge funds qui, eux, sont majoritairement short pour essayer de se couvrir lui-même.
contre des aléas de marché, des choses subites et ça lui permet quelque part de compenser les pertes qu'il a d'un côté avec les gains qu'il a de l'autre. C'est ça, une stratégie de couverture qui permet ensuite de repondérer le portefeuille. Et on est bien sur ça. On est bien sur ça et donc on comprend bien également l'utilité pour le marché. C'est important de l'avoir pour le marché parce que ça crée cette liquidité. C'est pour ça que je suis, sans être un vendeur à découvert, moi-même, je l'ai été pendant un certain temps, mais parce que c'est des stratégies de couverture. Mais je pars du principe que pour 95% des investisseurs, il faut éviter d'être vendeur à découvert parce que c'est aussi une mentalité qui est autre et il ne faut pas que ça vous biaise et que ça vous bloque dans vos achats. Pour moi, ça doit être utilisé comme une stratégie de couverture et pas comme un biais baissier, comme on voit certains l'être depuis 10 ans. Et évidemment, là, c'est la ruine assurée, puisqu'on voit bien que les stratégies de hedge fund sont très perdantes. Ce qu'il faut bien se dire également, c'est qu'il ne faut pas nécessairement se taper sur l'épaule et s'auto-congratuler quand un hedge fund fait faillite. Parce qu'un hedge fund qui fait faillite, d'une part, ce n'est pas forcément qu'un hedge fund qui fait du short. C'est également un hedge fund qui peut avoir des positions acheteuses quelque part et qui donc va être obligé de les déboucler. C'est également aussi un hedge fund qui peut faire partie d'un fonds de pension, d'un fonds de placement qui a été acheté par un certain nombre de particuliers. Et donc, quand un hedge fund fait faillite, il y a quand même aussi un impact sur un certain nombre de particuliers qui ont investi leur argent dans différents fonds de placement, qui eux-mêmes ont investi dans différentes diversifications. Ce qui est important de comprendre également, c'est que ce n'est pas le hedge fund ou le vendeur à découvert qui fait sombrer l'entreprise. L'entreprise est déjà mal, est déjà sur un business qui n'est plus florissant, etc. Croyez-moi, si le business est bon, le cours de l'action montera et les vendeurs à découvert seront eux-mêmes finalement acteurs de la montée de l'action puisqu'ils seront obligés de se racheter. Dans l'histoire de GameStop, la problématique, c'est qu'il y a certains hedge funds qui n'étaient pas eux-mêmes couverts. C'est-à-dire que pour se couvrir, un hedge fund va conserver sa vente à découvert, mais va acheter des actions également. Donc du coup, il se couvre, c'est-à-dire au fur et à mesure de la hausse du titre, il perd sur sa vente à découvert, mais il gagne sur ses actions achetées, ce qui lui permet de compenser et de conserver sa position jusqu'à ce qu'il y ait un retournement et qu'il se remette à accumuler sa position de vente à découvert. Mais il y a des hedge funds qui font des erreurs comme le débutant lambda en bourse, c'est-à-dire qui ne couvre pas la position et qui continue d'accumuler, de moyenner à la baisse, ici de moyenner à la hausse dans le cadre d'une vente à découvert, et donc de se retrouver avec une position énorme en forte perte, et donc dans le cas de Melvin Capital, c'est ça l'erreur qui a été faite. Donc aussi, il ne faut pas surestimer les soi-disant experts et les soi-disant pros, ils font aussi de grosses erreurs, et là en l'occurrence ça a été le cas. Donc il faut bien intégrer aussi que une entreprise ne fait pas faillite à cause d'un hedge fund. Une entreprise fait faillite parce qu'elle n'a tout simplement plus de business model, elle n'a plus de moat, elle n'a plus de capacité à se réinventer. Croyez-moi, si l'entreprise a les capacités de se réinventer, vous aurez d'autres fonds qui viendront sur l'entreprise venir acheter des actions pour essayer derrière d'insuffler un nouveau moteur, pour essayer également d'investir, pour essayer potentiellement d'avoir des places dans le comité de direction et donc de pousser une nouvelle physionomie. Et les vendeurs à découvert seront à un moment donné, lorsqu'il y aura une nouvelle visibilité et un nouveau cycle et un bas de cycle sur cette industrie-là ou cette société-là, seront obligés de se racheter. Et en se rachetant, ils dynamiseront d'eux-mêmes le rebond de cette société-là qui attirera d'autres investisseurs et ainsi de suite. Donc il faut bien comprendre aussi qu'un vendeur à découvert, donc, comme j'ai déjà dit, est un futur acheteur, donc qui permet d'avoir de la liquidité sur le marché, qui permet d'avoir des rebonds, qui permet d'avoir aussi une capacité dans le cadre d'Elon Musk de pouvoir avoir son action qui atteint des niveaux qu'il n'aurait jamais atteint s'il n'y avait que des acheteurs et pas de vendeurs à découvert obligés de se racheter ou de se couvrir. Et en faisant cela, l'action monte et donc ça simplifie aussi la capacité d'une entreprise à lever des nouveaux capitaux sans diluer énormément ses actionnaires puisque quand le cours est très élevé, ils peuvent récupérer beaucoup de capitaux sans pour autant faire une ristourne énorme et également sans créer énormément d'actions nouvelles. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte que le vendeur à découvert peut être une aide finalement également pour l'acheteur. Et en plus, comme on a prêté des titres, on a récupéré un intérêt. C'est tout bénef quand le vendeur à découvert se plante. Donc il faut juste comprendre que ça fait partie du marché. C'est de cette manière-là.
Et pour revenir à Michael Burry, donc, qui est encensé maintenant puisqu'il était acheteur donc, de GameStop, il faut savoir qu'il est surtout connu donc, pour ceux qui ont vu le film de Big Short, justement pour avoir parié sur la crise des subprimes. Il a parié comment? Les produits n'existaient pas. Il est allé voir les émetteurs et en échange d'un intérêt, il leur a fait créer les produits. C'était ce que je vous disais en début de vidéo. Est-ce qu'il est le mal incarné? Non, il a vu quelque chose. Il n'avait pas de relais et de produits dérivés pour pouvoir jouer ce qu'il avait vu et il les a fait créer. Donc le marché est dans cette relation d'offre et demande. Et donc il a profité à ce moment-là également de la problématique sur l'immobilier. Et pour autant, je veux dire, c'était un gros vendeur à découvert et aujourd'hui, il est encensé parce qu'il est acheteur. Donc là aussi, les gens ont souvent la mémoire assez courte et une relation de pouvoir juger assez rapidement. Donc c'est ça aussi un élément qui est important. C'est qu'un vendeur à découvert, vous le voyez dans une situation, et il est vendeur à découvert de Tesla, il est aussi acheteur de tout un tas d'autres choses. Hein, et donc, il compense son portefeuille comme cela, il couvre son portefeuille également de cette manière-là. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas tuer la vente à découvert, puisque potentiellement, si vous tuez la vente à découvert, vous empêchez aussi un investisseur d'aller prendre un risque quelque part. Et donc, vous tuez la liquidité du marché. Si vous tuez la liquidité du marché, vous tuez la capacité d'investisseur de prendre du risque. Et donc, vous tuez en fait, finalement, l'élan et la tendance elle-même qui s'auto-alimente justement par ce flux et par cette volonté de prendre du risque. Donc le danger, il est surtout du côté de la désinformation, il est surtout du côté, je dirais aussi, des gens qui vont prendre ce type d'information, faire une conclusion hâtive et tout de suite on va tirer dans l'eau et potentiellement pousser le régulateur à décider de retirer la vente à découvert, ce qui serait désastreux. Il faut voir, dans les différentes crises, on a retiré les ventes à découvert, on a tué les liquidités et donc on a fait qu'aggraver finalement le problème, puisque la baisse venait de vendeurs et pas des vendeurs à découvert. Les vendeurs à découvert, ils suivent le mouvement. Donc, la problématique finalement, c'est la désinformation. La problématique, c'est les gens également qui vont couper court et prendre des raccourcis, vous dire la vente à découvert c'est mal, les hedge funds c'est mal, etc. C'est ça la problématique aujourd'hui, c'est qu'on coupe trop court. Et également dans une autre vidéo, on va parler, vous avez vu certainement Robinhood qui a stoppé les transactions. Tout de suite, ça a été vu comme la théorie du complot. Et on n'est que dans ça. Et c'est vraiment très dommage parce que ça pousse à de la méconnaissance. Et en plus, c'est des gens qui relaient cette information-là tout en sachant qu'ils relaient une mauvaise information. Mais c'est comme des girouettes, ils suivent le vent et ils recherchent la popularité. Et donc pour chercher la popularité, ce qui moi, je trouve est dangereux finalement dans tout ça, c'est le clivage dans lequel on est en train d'entrer. Et finalement, dans ce que l'on voit qui est en train de se passer, c'est l'accentuation d'un clivage. Et on n'en a pas besoin. Et les médias en rajoutent une couche, etc. Et la problématique, elle est là aujourd'hui. C'est qu'on rentre dans une société de clivage et on ne fait que rajouter de l'huile sur le feu. Et clairement, on n'en a pas besoin. Et si je vois un risque, pour moi, il est là. Il est certainement là, ce risque-là. Et pour moi, tout le monde a une responsabilité, les médias, les experts, etc. Parce qu'on est avant tout en train de rechercher le clic, avant tout en train de rechercher le prochain scandale, en déformant la réalité, en prenant des raccourcis et en transmettant une mauvaise information, voire de la désinformation dans certains cas, et on ne fait pas le travail justement de travailler la connaissance des gens pour que chacun comprenne avant de pouvoir juger, que chacun puisse comprendre également quels sont les enjeux, de quoi on parle vraiment, et à la fin, que c'est pas le produit, c'est pas l'outil qu'il faut dénigrer, c'est l'utilisation qui peut en être faite. Et en fait, l'immoralité, elle est sur la désinformation. Mais donc cette immoralité, elle est autant sur des hedge funds qui parfois peuvent en effet sortir des cas, mais regardez le nombre, grâce aux hedge funds également, grâce aux vendeurs à découvert, regardez aussi, ce qui est important, il y a énormément de désinformation, parfois il y a des rapports bidons qui font baisser des cours, tout à fait, mais ça ouvre aussi des opportunités pour l'investisseur de long terme qui peut justement profiter de cet excès baissier. Mais aussi, ce qui est important, c'est de voir, grâce aux hedge funds qui ont été des lanceurs d'alerte, toutes les fabuleuses histoires que les cabinets d'audit et que tout un tas d'analystes qui étaient haussiers et qui donc là aussi vous vendaient du rêve, n'ont pas vu.
Et donc, on a vu Wirecard, on a vu Enron à l'époque. Vous avez tout un tas de sociétés comme ça, qui étaient des sociétés bidons, qui maquillaient les comptes, et personne n'a rien vu pendant des années, jusqu'à ce qu'il y ait un vendeur à découvert qui fasse le travail de lanceur d'alerte. Donc il ne faut pas, je dirais, mettre tout le monde dans le même panier. Le travail de vendeur à découvert, c'est un travail d'opinion, c'est-à-dire on peut être positif sur une action, sur un business, sur l'avenir, mais on peut être négatif aussi. Ce que nous, ça nous apporte dans le marché, et c'est pour ça qu'on en a besoin, c'est que ça nous apporte de l'objectivité, ça nous permet d'avoir plusieurs sons de cloche. C'est ça pour moi qui est important en tant qu'investisseur, c'est justement de ne pas avoir un marché où il n'y a que des acheteurs. Pourquoi? Parce que très bien, ça va potentiellement être fabuleux, avoir de belles hausses, etc. Mais c'est des hausses qui sont temporaires, puisqu'elles vont s'écraser d'elles-mêmes comme un Ponzi, puisqu'à partir du moment où vous n'avez plus suffisamment d'acheteurs, le système s'écrase de lui-même. Vous avez besoin d'un flux d'acheteurs continu. Avec les vendeurs à découvert, l'avantage c'est que plus l'action monte et plus vous allez trouver de nouveaux vendeurs à découvert qui vont se dire c'est le point haut et qui vont vouloir vendre à découvert. Et qui vont devoir, au fur et à mesure où on continue de monter, se racheter et donc eux-mêmes également dynamiser les sociétés. Ce que l'on voit dans la création des hausses exponentielles, c'est également une partie qui est due grâce aux vendeurs à découvert qui sont obligés de se couvrir, qu'ils aient pris des options, que ce soit les émetteurs d'options également qui se couvrent par rapport au risque de leurs clients, c'est la même chose. Et pour Robinhood, voilà, qui s'est fait taper sur les doigts, là aussi, il ne faut pas y voir le complot et le fait qu'ils étaient de mèche avec des hedge funds. Il faut y voir tout simplement qu'ils avaient une contrepartie, un dommage collatéral et donc un risque également. Parce qu'il faut voir aussi qu'ils ont une croissance qui est exponentielle et que donc dès qu'ils ont un certain nombre de clients qui prennent ce genre de risque, avec un risque également de perte de capital énorme, et ben c'est toute la société qui est en risque. Mais je pense que j'en parlerai plus longuement dans une autre vidéo pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc pour moi, le danger et l'immoralité, c'est finalement la désinformation et les mauvaises informations qui sont passées. Et pour moi, ce n'est pas les vendeurs à découvert qui sont à incriminer, c'est avant tout, et on l'a vu là dans l'euphorie ambiante, tous les soi-disant experts et les médias qui en profitent surtout pour se faire mousser, plutôt que de faire un vrai travail de passation de connaissances et un vrai travail de mise en profondeur justement des tenants et aboutissants. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, vous aura aidé peut-être à y voir un petit peu plus clair par rapport à ma position, par rapport aux vendeurs à découvert. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me dire vous, voilà comment vous voyez la chose, si ça a pu vous apporter. N'hésitez pas à partager la vidéo donc aussi et à mettre des pouces en l'air pour aider potentiellement d'autres personnes à la découvrir et à aider à avoir au moins une vision. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais au moins d'avoir tous les éléments pour pouvoir le décider ensuite. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. À la prochaine, salut les graphes.